Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 24 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors en deuxième partie de vidéo, on fera un point sur le CAC 40 et les 40 actions du CAC, un peu en analyse pour voir ce qu'elles peuvent donner, surtout parce que cette semaine, et la semaine prochaine, on aura aussi beaucoup d'entreprises du CAC qui vont donner leurs résultats du troisième trimestre. Donc beaucoup de résultats, beaucoup d'attentes, beaucoup de volatilité aussi sur les marchés. Ce sera une semaine très importante donc pour voir un peu où va aller la bourse en cette fin d'année pour la fin d'année 2023, éventuellement le rallye du mois de décembre 2024, de 2023-2024, donc tout décembre jusqu'à janvier. Ça peut être intéressant. Avant de commencer, on va aussi parler des chiffres économiques, notamment les PMI qui mesurent un peu la santé économique des entreprises, alors que ce soit sur le manufacturier ou les services. On a encore eu des chiffres en France, en Allemagne, en Europe très décevants, en deçà des 50, donc en contraction. Même si certains étaient légèrement moins pires que prévu, ça reste quand même des chiffres autour de 44, 46. C'est très bas, donc ça dénote quand même un ralentissement du secteur économique européen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sera jeudi. Jeudi, on aura la BCE qui va parler et annoncer le possible hausse des taux d'intérêt ou pas. Alors, a priori, on se dirige probablement vers une pause sur la BCE. On verra ce qu'il en est jeudi. On en est déjà à 4,50 sur les taux. On sait que l'Europe a commencé après les États-Unis et la Fed notamment pour monter ses taux et elle pourrait déjà faire une pause et peut-être s'arrêter. On verra. On sait que la Fed est assez agressive. Elle a peut-être comme objectif, on l'aura début novembre, euh, une dernière hausse quand même pour lutter contre l'inflation. L'inflation, on va la voir juste après, notamment avec les matières premières et les énergies. Euh, on commence avec le Bitcoin. Le Bitcoin, pourquoi? On l'a vu, grosse explosion ces dernières semaines et notamment hier. On en avait parlé du Bitcoin sur les vidéos ici précédemment, notamment ici fin septembre, début octobre, quand elle avait cassé ici au 1er octobre. On l'avait espéré un peu avant, autour du 19 septembre. Finalement, c'était remis à plus tard, une dizaine de jours après. Et ici, c'était véritablement le moment d'acheter. On l'avait dit sur le Bitcoin, entre les 27 000 et les 28 000. C'était une zone d'accumulation qui permettait au Bitcoin d'aller exploser. Et pourquoi on accumule généralement sur le Bitcoin en prévision? Parce qu'on a ces grosses journées-là. C'est pas elle fait pas les choses à moitié, la crypto, quand elle monte, on le voit, ce chandelier-là, il fait du lundi 16 octobre, il fait quasiment plus 5%, et puis hier on a pris plus 10%, alors aujourd'hui on mèche un peu vers le haut, mais on voit quand même qu'on a cette belle dynamique. Sur le Bitcoin, les altcoins, c'est un peu pareil, on a beaucoup d'altcoins qui montent également, et qui suivent un peu le mouvement, donc toujours très positif pour le Bitcoin. Son prochain objectif, c'est déjà le gros objectif des 50 000, des 48 000 pour arrondir, pour probablement alors la fin de l'année, ça va être compliqué, mais pourquoi pas, mais possiblement le printemps 2024, ça va se jouer là, éventuellement avant, dès la fin 2023. Donc toujours très positif sur le Bitcoin dans cette fin d'année. Allez, on regarde avant le CAC 40, les indices et les actions du portefeuille, les matières premières, j'en ai parlé avec l'inflation. On va regarder un petit panier sur beaucoup de matières premières. On voit que ça baisse malgré le petit rebond du mois de juillet. Et le problème un peu avec l'inflation, c'est qu'on a beaucoup de produits qui ont arrêté d'augmenter, qui sont même en train de baisser. Donc l'inflation devrait baisser. Pourquoi l'inflation ne baisse pas? Parce qu'on a essentiellement les prix qui sont tirés par le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie qui coûte toujours très cher, notamment le pétrole. Et donc ça impacte les matières premières en général et l'inflation en particulier. On le voit ici sur le Brent.
On l'a eu avec la guerre, hein, Israël-Palestine, qui a fait un petit boom. On en avait parlé, hein, c'était assez léger, c'était trop léger, c'est trop localisé pour impacter mondialement la demande du pétrole. Donc on l'a vu, on n'est même pas retourné sur les 95, on commence déjà à revenir à la moyenne. Euh, on va travailler certainement cette zone-là, hein, 87, on est déjà très haut. Les 100 dollars, il faudrait vraiment un durcissement du conflit israélo-palestinien et beaucoup d'alliés de part et d'autre qui viennent euh, prendre part à ce conflit. Sinon, on va certainement aller vers une stabilisation des prix du pétrole et pas de dépassement sur les 100 dollars. Donc ça pourrait aider à continuer de faire baisser l'inflation et encore plus, hein, si déjà les prix des matières premières hors énergie sont en train de baisser. Quand l'énergie va baisser, ben, on va avoir mécaniquement une inflation qui va fortement baisser. Et enfin, on voulait voir l'or. Intéressant l'or. Alors moi malheureusement je suis plus en position sur l'or, j'ai mis un stop un peu serré qui est parti, donc on le voit suite à ce petit essoufflement, hein, de l'or, j'ai pris quand même environ 8% en 2 semaines. Est-ce qu'il aura la force d'aller sur les 2074? On verra avec les marchés, mais là sur tous les marchés on est un peu sur des points pivots, sur des supports. Donc on a un peu un arrêt de la baisse, un rebond technique. Donc c'est normal que quand les marchés remontent, forcément, mécaniquement, l'or qui est une valeur refuge se tasse un peu pour retrouver un or qui attaque les 2050 ou les 2100. Il faudrait à nouveau de voir les marchés dégringoler. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les marchés sont en train de se tenir. On verra, hein, avec les chiffres qui n'arrêtent pas de tomber sur les grosses capitalisations et notamment sur le CAC 40. Ce que ça va nous faire cette semaine, la BCE jeudi et la semaine d'après la Fed. Donc là, forcément, stabilisation des indices, on a l'or qui va patiner un petit peu et donc fin du premier rebond. Il faudra attendre les résultats et les éventuelles hausses ou baisses des actions sur les marchés pour voir l'or avoir certainement un sens inverse. C'est-à-dire que si les marchés montent, l'or a des chances de descendre. Et enfin, les indices. Alors on va regarder rapidement les indices américains, notamment le Dow. Sur le Dow Jones, bah, toujours statu quo, hein, on est ici sur ce support, c'est pour ça qu'on n'est pas étonné, hein, d'avoir des actions qui sont un peu en rebond. On a pas mal de vert, hein, ces derniers temps sur les actions, parce que c'est pour l'instant que du rebond technique, hein, on est sur cette zone-là à sauver. Donc on a pas mal d'actions qui rebondissent un peu, mais pour l'instant c'est toujours dans une phase de correction. Donc c'est si on n'arrive pas à tenir ces 32 700 sur le dos, on pourrait avoir plus de baisse encore sur tous les marchés. Alors je voulais voir aussi, avant de voir le Nasdaq et le CAC 40, notamment ce qui se passe au Japon, hein. Le Japon qui a une inflation beaucoup plus basse que ce que nous on a connu en Europe et aux États-Unis, qui est en retournement depuis un moment, depuis ici le printemps 2023. On voit la belle envolée du Japon et là on revient, hein, forcément on consolide un peu sur des niveaux de février 2021. Donc une économie japonaise plutôt résiliente et plutôt forte, hein. Ça peut être intéressant également de s'intéresser aux sociétés japonaises. On le voit, ils ont beaucoup mieux géré l'après-Covid et ils ont été moins impactés aussi par les guerres en Europe, hein, forcément. Et les États-Unis, pas les États-Unis, la Chine. La Chine, bah, c'est pas terrible. On a par exemple un tracker ici, Harvest CSI 300. On le voit, c'est extrêmement baissier, ça continue de baisser, hein, sur la Chine. On a un autre, Dow Jones Shanghai. C'est un peu la même chose. On voit qu'on est sur les plus bas ici. On attaque les supports, mais on a toujours une dégradation, hein, de l'économie chinoise. Donc faudra attendre certainement une reprise. Peut-être pour bientôt, hein, parce que là on est vraiment sur des points pivots comme sur les marchés européens et américains, pour peut-être avoir un rebond et un début de reprise en Chine
ou alors à contrario, hein, si on n'arrive pas à tenir ces niveaux-là, on va casser vers le bas et on aura une économie chinoise qui va emporter un peu le monde avec lui vers la récession. Et enfin, donc le Nasdaq. Nasdaq plus 0,7 aujourd'hui. Alors, il se passe pas grand chose sur le Nasdaq, hein, c'est en consolidation. On le voit, on perd pas trop à chaque fois sur les replis. On va tester l'oblique, on se replie, on va tester l'oblique, on revient sur des niveaux très très hauts quand même. On n'est toujours pas allé chercher la moyenne à 200. Donc pour l'instant, le Nasdaq est toujours très fort, mais en phase de consolidation. Et enfin, le CAC 40. Plus 0,6. Pourquoi? C'est cet effet rebond, hein, qu'on a vu sur pas mal d'actions et sur les indices, parce on est sur un support, le support des 6826, c'est l'oblique verte ici. Donc on rebondit mécaniquement, c'est un rebond technique. Jusqu'où? C'est la force du rebond qui va nous donner un peu la force et des actions à venir, et surtout les résultats, hein, qu'on va scruter cette semaine. L'objectif il était là, on peut éventuellement vendre, hein, si on était en short, sinon si on y revient et qu'on casse, reprendre une position négative sur le short. Et avant de faire le CAC 40, on va regarder rapidement quelques actions du portefeuille qui peuvent être intéressantes. Alors Alphabet, ils donnent leurs résultats ce soir, je crois, donc ça peut être intéressant. Moi, je suis toujours en position, hein, sur Alphabet. L'objectif, il est d'aller taper les 150 assez rapidement. On le voit, hein, c'est une action qui fait que progresser. Et contrairement au Nasdaq qui est en consolidation, Alphabet, elle est toujours en phase haussière. Donc c'est plutôt une entreprise qui va porter, hein, le CAC, qui est plutôt leader. Donc toujours plutôt intéressant d'avoir des entreprises comme ça, orientées favorablement. À l'inverse d'Apple qui suit vraiment le Nasdaq. On le voit, Apple, hein, on va chercher l'oblique, on consolide, on va chercher l'oblique, on consolide dans cette grande phase de consolidation. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire à part observer. Et puis le jour où on vient casser des niveaux clés, comme ici sur les 168, si on vient casser vers le bas, ce sera négatif. Ou à contrario, on vient casser les 177, 180, ça pourrait être très positif. ARM, alors sur ARM, on est sur du moyen terme, hein, qu'on l'avait pris sur l'introduction. Une introduction qui s'était très bien passée. Depuis, ça avait vendu massivement, hein, suite à cette très belle intro, parce que le prix de la fourchette était autour des 50 dollars. On est monté rapidement à presque 70. Il y a eu beaucoup de ventes. Là, on revient un peu à la moyenne. Peut pas faire véritablement d'analyse technique là-dessus, c'est plutôt du fondamental, hein. ARM, elle a fait, je crois, un partenariat récemment avec, c'était soit Microsoft, soit Nvidia, pour des puces, parce que la ARM, c'est pas un fabricant, mais ils ont des royalties sur la technologie. Donc, pour utiliser leur technologie et fabriquer des puces, on va faire un chèque à ARM. Donc, à la fois pour les puces et l'intelligence artificielle, c'est probablement une action fin 2023, début 2024 intéressante à avoir en portefeuille pour du moyen long terme. Ça, on va le faire après. La Française des Jeux. J'en avais parlé, hein, je crois que c'était vendredi, avec ce chandelier qui était plutôt favorable et qui pouvait permettre un achat quand on a ce genre de choses, hein. Donc je répète pas ce que j'ai dit vendredi dernier. Derrière, on a la confirmation. Alors attention sur ces niveaux-là, hein, sur 32, ça risque, si on y arrive, c'est pas encore sûr, mais si on y arrive, ça risque un peu de tanguer. Mais la FDJ a quand même annoncé un rebond intéressant. Il faudrait voir quand même aller chercher les 32 et plus. Et si on vient travailler les 32, on va se remettre en position moyen terme intéressante, avec encore beaucoup de construction, mais le point plus bas probablement ici, hein, sur les 29, a été atteint. Donc elle est en train de faire le boulot pour stopper sa chute. Et, et progresser pour la fin d'année. On a également l'oblique RSI, hein, le jour où il va casser, on aura la confirmation. Là, on est encore un peu tendre au niveau FDJ, mais peut-être dans quelques jours avec un RSI au-dessus des 50. Là, on est à 47. On pourrait peut-être doubler la position ou rentrer si on n'est pas encore rentré dessus, tout en gardant quand même des stops pas trop loin parce que la tendance est négative. Géogroupe, alors on a les élections américaines, hein, dans un an. Et on sait que les républicains sont plutôt friands de ce genre de choses, hein. Géogroupe, il construit et il gère des centres pénitentiaires et des asiles psychiatriques notamment. Donc aux États-Unis, ça marche bien. Donc pour le moyen long terme, hein, si on vise 2024-2025, ça peut être intéressant.
Graphiquement, ça l'est aussi. Pourquoi? Parce que sur les 7,20, on a eu une première explosion. On a eu un retour sur ces 7,20, beaucoup de mois où on a travaillé ce support à 7,20 et finalement on repart, on attaque la moyenne à 200, donc plutôt moyen long terme, on est plutôt bien orienté. On a des fondamentaux sur les 7,20 qui ont été bien travaillés, donc pareil, et des volumes. Dernièrement, hein, les volumes qui ont permis la montée de Geogroup. C'est une action aussi qui a certainement, dans l'optique de 2024, une belle hausse à venir. Iloris, on attend l'explosion, la nouvelle explosion. On a déjà une première hein, qui s'est fait ici sur la sortie d'oblique, hein, la grande oblique de correction long terme. La phase de retournement qui est en train de se passer sur Iloris, c'est en Belgique. Donc on est toujours dessus et puis on attend la confirmation avec encore des grosses journées avec pas mal de volume. Pour l'instant, c'est plutôt assez propre hein, graphiquement. Parce on a cassé l'oblique, on a fait un premier échec sur la moyenne à 200. Là, on revient le tester. Plus on va passer de temps sur ces niveaux-là, plus on va s'écarter de l'oblique hein, ici. Pour l'instant, on voit, on est venu la toucher vendredi. On la frôle sur des mèches ces derniers jours. Si on arrive à se maintenir au-dessus, on va s'éloigner de cette oblique rouge, c'est très bien. Et puis travailler la moyenne à 200 pour une nouvelle fois partir. Donc ce genre de graphe, euh, c'est intéressant à voir pour aussi d'autres actions. Hein. Si vous avez le même genre de graphe avec cette phase de retournement ici, c'est un bon moment pour investir. Imeris, ils sont sur leur support, il faut le tenir. Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir s'ils vont plonger ou le tenir. Ça va durer peut-être une semaine ou deux hein, avant d'avoir la réponse. Donc wait and see. On surveille aussi la MACD avec une inversion de tendance et puis des listes verts qui pourraient nous inciter à rentrer pour jouer à minima le rebond technique. Hein. Le rebond technique, ça pourrait jouer ici entre les 24,5 et les 27,40 environ. Donc ça pourrait déjà être pas mal. Calray. Calray, moi je suis toujours dessus. Perte de volatilité, on se voit, il se passe plus grand chose, hein, on baisse plus, on monte pas non plus. On a déjà eu l'inversion de tendance en territoire négatif niveau MACD, donc c'est plutôt pas mal. Le titre a presque stoppé sa chute, c'est pas tout à fait le cas. Ça le sera définitivement le jour où on viendra casser ici l'oblique RSI et surtout cette oblique là de correction sur les prix. L'oblique RSI ça précède généralement les prix, donc là on est sur les 33, on est très bas, mais on est déjà allé sous les 30, on en est revenu. C'est généralement un moment intéressant pour investir. Le jour où on vient casser ici les 40, 45 à peu près, signal d'achat et puis confirmation ici sur les 20, hein, autour des 20 euros quand on va casser la fin de correction ici. Et pour revenir tester les 22. Les 22, ce sera peut-être un peu compliqué à passer, mais on aura certainement déjà une phase de baisse qui sera terminée sur Calray. Et puis Calray, c'est les semi-conducteurs, c'est toujours plutôt intéressant. Un secteur qui va être très demandé hein, sur les années à venir et où il y a déjà eu pas mal de financement hein, de la part des États et autres. Meta Platform qui annonce ses résultats, alors c'est mercredi ou jeudi. Double top ici, c'est pas rassurant hein, quand on a comme ça cette figure, un top, un double top et puis derrière une correction. On verra si les résultats permettent d'exploser, mais moi j'ai plutôt misé à l'inverse hein, sur un tassement des résultats de Meta Platform. Donc toujours en short dessus, on verra si le titre va suivre les résultats à la hausse ou à la baisse avec les annonces de mercredi ou jeudi. Nexity. Nexity sur support. Pour l'instant, ça va. On a le secteur immobilier qui est un peu compliqué en ce moment. Donc Nexity fait pas exception à la règle. Hein. Une grosse perte, on le voit ici depuis le début janvier 2023. On a perdu 50%. Hein. On est passé de 26 à 13 euros. La baisse est énorme, peut-être suffisante maintenant. On voit quand même que ce support est en train de tenir. Faudrait pas trop l'enfoncer, mais si on le tient, on a certainement un rebond qui serait en termes de pourcentage rien qu'en rebond technique assez énorme. Et puis si on a finalement pas de crack immobilier, ça pourrait être intéressant de se placer sur Nexity. Alors c'est quand même un secteur un peu tendu en ce moment, hein, l'immobilier. Les foncières, c'est pas forcément les choses sur lesquelles on veut investir maintenant.
On verra aussi les nouvelles sur la Chine et autres, hein. Ça peut impacter un peu tout le monde, les États-Unis, l'Europe. Mais pour l'instant, tant qu'on tient ces niveaux-là autour des 13, on peut espérer un retour de Nexity sur les plus hauts, même si la tendance reste négative. Donc c'est à prendre quand même avec précaution. Proximus, c'est un télécom belge qui est pareil en train de tenter un retournement, hein, comme sur Iloris, on le voit. Ça descend, ça descend, ça descend, et puis finalement on met un support et puis on tape les plus hauts qu'on n'avait pas réussi à dépasser précédemment, les 7,35. On vient tester les moyennes les plus hautes, donc la phase de retournement, on la voit bien ici sur les moyennes, hein, qui essayent de se retourner, qui s'aplatissent et qui vont peut-être se retourner à la hausse, donc plutôt favorable aussi d'investir maintenant sur ce genre de graphique. On va le faire après. Tesla, alors Tesla, c'est pareil, c'est des résultats qui devraient arriver mercredi ou jeudi, je crois. Ils sont déjà arrivés. Je sais plus. Je crois qu'ils sont déjà arrivés la semaine dernière. Ouais, c'est ça sur le gap ici qu'on peut noter. Donc Tesla, super intéressant graphiquement. Pourquoi? On avait cette phase de congestion, hein, ici sous l'oblique de correction sur les plus hauts des dernières années. Le support à 206. Et donc on le voit, on est revenu tester le support. Donc plusieurs possibilités. On a le Cybertruck qui plombe un peu les finances de Tesla, hein, c'est son nouveau pick-up électrique. On a également sur Tesla les baisses des prix des véhicules Tesla, hein, qui a vendu énormément mais qui a coupé un peu dans les prix pour vendre. Donc ça a impacté énormément le chiffre d'affaires pour préserver un peu les volumes. Mais bon, les ventes et les rentrées d'argent n'ont pas été énormes sur Tesla. Récemment, oui, les chiffres qui sont tombés sont assez moyens, donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à casser vers le haut et on va plutôt vers le bas. Et là, on travaille à la fois un support et la moyenne à 200, donc c'est intéressant parce que si on va finalement le casser vers le bas, si on attaque les 200, voire un peu moins, là on est sur 216, on peut rapidement aller vers le bas. Ça sera intéressant, je pense, moi, de jouer contre Tesla, hein. Le secteur auto est pas forcément au mieux. Enfin, c'est assez disparate, mais sur Tesla en particulier, les ventes sont assez moyennes, donc ça vaudrait le coup d'attendre une cassure des 206, des 204, des 202 et de se placer en short, hein, sur Tesla pour aller jouer ici les 153, parce que vu ce qu'ils ont annoncé dernièrement, voir une reprise en V de Tesla assez forte, pour moi, il y a finalement assez peu de chance. Uranium Royalty, donc toujours sur le secteur de l'uranium, hein. Alors là, c'est en Amérique du Nord notamment, mais on a un peu tous les pays, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui ont un secteur de l'uranium et des centrales nucléaires qui est en train de se redynamiser. On le voit ici avec cette figure de retournement, hein. Là, 2021, on est sur les plus hauts. 2022, on a une grosse baisse, hein, tout 2022, mais en 2023, on arrive ici, on commence à trouver des supports au printemps 2023 et puis le début de retournement qui est en train de s'acter. Donc là, on est allé chercher la première résistance, on consolide. Et on voit que ça se passe plutôt bien, hein, parce qu'on mèche vers le bas, on réagit sur la moyenne à 50. On était assez haut au niveau MACD, on est déjà revenu quasiment sur la ligne des zéros là, donc pour avoir une nouvelle hausse dans quelques jours ou quelques semaines, c'est plutôt bien parti. Les volumes sont toujours énormes, hein, sur Uranium Royalty, donc tout le secteur de l'uranium, toujours plutôt très intéressant. Virbac, bah, petite déception sur Virbac, hein, je vous en avais parlé dans les deux dernières vidéos. On attendait ici le travail et puis la sortie vers l'eau, mais il y a les résultats qui sont tombés et les résultats qui ont été très appréciés. Donc, boum, plus 12%. On est même monté à beaucoup plus, hein. On est monté, on le voit, à plus quasiment 20%. Après, on a revendu un peu, mais on le voit, hein, sur cette image, sur ce graphe. La grosse sortie, la phase de congestion qui n'a pas duré très longtemps, hein, les résultats ont aidé. On sort déjà, donc un breakout, faudra voir, hein, ces prochains jours, mais rentrer sur Virbac, ça restera, je pense, une bonne idée, même si si on a raté la queue du Mickey ici avec les plus 10% direct. On va avoir peut-être un pullback sur les 270 ou 275 par là.
s'il a lieu. Mais ça pourrait toujours être intéressant de se placer pour jouer la fin de l'année sur Virbac, hein, solutions vétérinaires qui sont toujours plutôt très bien orientées maintenant. Et Xpeng, le constructeur de véhicules électriques et hybrides en Chine notamment, qui rebondit sur support, hein, à 13,10. Trop tôt pour le prendre parce qu'on a toujours cette phase de correction. Donc on va attendre pareil le travail de congestion ici sur Xpeng. Voir si la Chine aussi va mieux, hein, parce que là on est un peu sur des niveaux pivots aussi sur l'économie chinoise. Donc on attendrait d'avoir peut-être de meilleurs chiffres et une économie qui repart un peu pour pousser un peu le secteur auto aussi. Donc c'est tout ça qu'on va attendre probablement début novembre. Là c'est un peu trop tôt je pense, mais si début novembre on revoit Xpeng ici attaquer les 15-16, ça pourrait être intéressant de rejouer à nouveau le constructeur auto. Et enfin, on va faire rapidement le CAC 40 avec notamment les actions les plus intéressantes graphiquement. Air Liquide, attention. Alors, tout ça, toutes les actions, hein, qui vont être prises avec des pincettes parce qu'il y a les chiffres qui vont tomber. Donc, ça va le jour. On en a aujourd'hui, on va en avoir demain, après-demain, donc toute la semaine. Quand les chiffres vont tomber, ça va énormément impacter le cours. Donc, attention à voir cette réaction si vous êtes sur ces actions-là. Air Liquide, donc attention, pourquoi? Parce qu'on est venu ici retester la moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses, et on la casse, et on est en dessous. Donc on a un petit signal de faiblesse. On a un support ici sur les 150. On verra ce que toute cette semaine Air Liquide va faire, mais pour l'instant, c'est pas un signal positif que nous envoie Air Liquide. Airbus. Airbus, on est en train de travailler, pareil, la moyenne à 200 et le support. Donc pour l'instant, c'est trop tôt, hein, pour envisager quoi que ce soit. S'il faudra attendre, c'est un gros signal, un gros chandelier vert qui nous remette ici sur les 128 pour continuer la progression, ou alors un gros chandelier rouge. Ça nous amènerait certainement beaucoup plus bas, hein, sur les 110 peut-être. Donc là, il est en train de travailler. On observe. Alstom, toujours assez catastrophique, hein. Jouer les rebonds, on l'a vu, ça marche pas toujours. Malgré la perte de plus de 30 ou 40%, bah derrière ça continue de baisser, hein. Quand on a des chutes comme ça, généralement c'est pas anodin, on a plus de chances de continuer à baisser qu'autre chose. D'autant que il n'y a pas tellement de support, hein, ces dernières années sur ces niveaux-là, sur Alstom. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend que le cours commence à se stabiliser, à montrer un plus haut, à repartir vers le bas, et là on aura des points qu'on pourra matérialiser et casser à nouveau à la hausse ou à la baisse. Donc là, plutôt à éviter quand même ce genre de titre. ArcelorMittal, bah ça casse tout à la baisse, hein, c'est pareil, Arcelor. On le voit ici, hein, on a cassé, puis on a cassé encore les 21-25. Donc il y a un dernier peut-être ici sur les 19-40, mais tout est à la baisse, c'est pareil, on évite ce genre de valeur. On attend que ça se stabilise pour éventuellement racheter, mais là, la cassure à nouveau d'un support intermédiaire à 21,5 est plutôt négatif. Et puis niveau RSI, on est sur les 30 au-dessus, mais on va peut-être y retourner en dessous à nouveau, hein. Donc très négatif sur ArcelorMittal, AXA. AXA, ça travaille, c'est neutre, hein, pour l'instant, avec une résistance qu'on a du mal à passer sur les 28,55. La moyenne à 200 qui est rachetée continuellement, donc là on est dessus. Il faut attendre. C'est trop tôt, c'est neutre. BNP Paribas, alors moi je suis toujours en short sur BNP, hein. C'est toujours la même histoire, le double top ici sur les 62, on y revient, échec. Derrière on a la confirmation d'un cours qui commence à baisser. Alors c'est un short court terme, hein. Je vise pas un BNP sur les 40 dans 6 mois. C'est évidemment un double échec ici sur les mêmes niveaux. Ça induit quoi? Ça induit une chute court terme pour aller chercher le support. Et là, le support suivant, il est ici sur les 53,9. Donc c'est là mon objectif. On en avait déjà un premier ici sur la moyenne à 200. Et la moyenne à 200, on a vu qu'elle n'a pas fait son travail. Elle a été percée à la baisse. Donc c'est plutôt favorable. Moi, je suis toujours en short dessus. J'attends d'aller taper les 54 pour racheter ma position.
Bouygues. Bouygues, c'est pareil, on avait tenté un. Alors moi je l'avais pas pris, mais je l'avais proposé également, hein, le short court terme sur Bouygues. Quand on arrive ici sur l'oblique de son canal haussier, à chaque fois qu'on est dans le haut, on va consolider plus bas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, elle est en train de consolider vers à la fois le bas de son oblique et la moyenne à 200. Donc on est bientôt arrivé au bout. Donc c'est pareil, si vous avez joué le short, c'est peut-être le bon moment de racheter. Maintenant, à moyen long terme, c'est toujours plutôt haussier, hein. Donc on peut jouer différemment une action, qu'on soit court terme, comme ici. Au 21 septembre, en court terme, on est négatif, mais sinon, à moyen long terme, on est toujours plutôt positif. Et là, c'est un bon moment éventuellement de rentrer. Ah, j'ai pas fait l'indice. Si, je l'ai fait. Capgemini, alors c'est neutre, il n'y a rien à faire, hein, sur Capgemini. On attend qu'elle nous donne un gros signal, notamment au-dessus des 175 ou en dessous des 157. Entre les deux, c'est neutre. Carrefour. Moi j'attends toujours le rebond sur Carrefour, hein. Ça a été un peu dur la chute. Alors on a pareil, on a ici un peu ce double top, même un triple top, hein, ici avec le 22 août. Derrière, bah forcément ça corrige, on va chercher la moyenne à 200, on la lâche, on va chercher le support. Il y avait un petit gap qui a été comblé depuis sur les 15,93. Il faudrait s'en rapprocher assez rapidement des 15,93, hein. Notamment, et puis la moyenne à 20 jours aussi pour la casser à la hausse. Sinon, bah, c'est direction les 15. Là, elle est en train de faire un peu un entre-deux. Donc c'est compliqué de prendre position. Moi, je suis toujours dessus. J'espère une réaction assez forte rapidement. Mais si elle casse pas les 15,8, 15,9 fin de semaine, il faudra être assez négatif sur le titre. Crédit Agricole, ben c'est un peu comme la BNP, mais elle se comporte mieux, hein. On voit qu'elle rend beaucoup moins. Et le double top est moins marqué quand même, parce qu'on a quand même plutôt une série de points ici qui font pas véritablement résistance, parce qu'on le voit, on reste plusieurs jours comme ça, et puis on rend pas tellement, on revient. Et là, quand on revient au 15 septembre, bon, on a le lendemain où on perd, mais dès le surlendemain, on a déjà un chandelier vert, on revient le tester. Donc on ne peut pas véritablement voir un double top sur ce genre de figure. C'est pour ça notamment qu'on n'avait pas shorté le Crédit Agricole, mais plutôt la BNP. Sinon, graphiquement, ça ressemble un peu, hein. On a quand même eu une baisse, mais c'était un peu moins prononcé. Attention, hein, sur quand même les bancaires avec les taux d'intérêt élevés. S'il y a des défauts de paiement, les bancaires pourraient avoir du mal fin 2023, début 2024. Donc c'est pas forcément une bonne chose non plus. Danone, elle a mis de belles choses dernièrement graphiquement, hein. Notamment un gap ici, alors tout petit, hein, entre lundi 9 et mardi 10 octobre. Elle a cassé ici son oblique de correction moyen terme, hein, entre le mois de mai et le mois d'octobre. On revient tester la moyenne à 200, il y a toujours une résistance à 54,5. On serait plutôt positif sur Danone, hein. Il nous faudrait maintenant la deuxième étincelle. On a eu la première ici pour sortir de la phase de consolidation de correction. Là, on a une phase un peu attentisme, éventuellement d'accumulation, qui est plutôt positive. Le jour où on vient recasser fortement les 54-55, ça peut être positif sur Danone. Dassault Systèmes, pas grand chose à dire sur Dassault Systèmes, hein. On a aussi ici un double échec sur la moyenne à 200 qu'on vient tester. Échec, on y revient, échec. Derrière, on va chercher le support le plus proche, c'est celui-là des 34. Donc on en est là. Toujours plutôt dans une phase baissière sur Dassault Systèmes, donc il n'y a pas grand chose à faire. Edenred, les propos, hein, du ministre sur notamment le plafonnement des commissions d'Edenred pour les restaurateurs n'a pas été très apprécié. Derrière, on a eu une commission qui a plutôt exclu ce plafonnement pour les tickets resto et autres, hein, donc pour les solutions de paiement d'Edenred. Donc on a eu un petit rebond, mais ça reste fragile, on le voit, le titre est toujours plutôt en correction. Alors il faudrait suivre un peu ce qui va se passer sur ce dossier. Est-ce qu'on va véritablement avoir un plafonnement ou pas? On sait qu'il y a une dématérialisation qui est en cours, hein, sur les tickets restaurants notamment, ce qui peut apporter beaucoup plus de parts de marché à Edenred.
et enlever un peu des problèmes de temps et de, de comptabilité un peu compliquée, hein, pour les restaurateurs. Donc ça pourrait être à moyen long terme intéressant, Edenred. Pour l'instant, on est en phase de baisse, donc on évite. Mais le jour où on revient, je sais pas, ici sur les 48, hein, qui est un support très fort, bien marqué, ce serait intéressant. Donc on va attendre la fin de la baisse. La fin de la baisse, elle est où? Elle est probablement ici, hein, sur cette oblique-là, qui descend. Donc le jour où on revient la casser, actuellement elle est autour des 52-54, hein. Donc le jour où on revient tester cette zone-là et qu'on repart à la hausse, ce sera peut-être intéressant de se mettre sur Edenred. Engie, moi je suis toujours en position sur Engie, hein, le secteur de l'énergie est toujours plutôt intéressant et obligatoire, hein, finalement, c'est pas un secteur sur lequel on va couper, parce qu'on peut pas. On a le canal haussier ici, on a eu le rebond. Donc, quand on avait acheté, hein, sur la moyenne à 200 et puis sur le bas de l'oblique, donc un signal d'achat intéressant. Depuis cet été, elle fait pas grand-chose, hein, elle est plutôt dans un range. On espère une réaction et puis une continuation, hein, de la séquence haussière sur Engie, donc toujours plutôt positif à moyen terme, même à court terme. Essilor, alors je crois que les résultats ont été annoncés récemment. C'était pas terrible. Et pareil, hein, on le voit, il y a un peu une figure de W sur Essilor. Ici, on casse la moyenne à 200, hop, on revient, on revient tester le plus bas et on revient tester la même zone. Donc ça fait un W là. Si on le casse à la hausse, c'est plutôt bien. Mais là, on n'est pas forcément parti pour, hein, parce qu'on est toujours sous cette moyenne à 200. C'est plutôt inquiétant. Moi, je verrais bien une continuation de la tendance à la baisse sur Essilor. Si on revient par contre sur les 171, 173 et qu'on sort vers le haut, on sera positif. Mais là, c'est plutôt une figure qui amènerait du négatif. Sur Eurofin, ça fait peur, hein. On a eu une tentative de rebond aujourd'hui. Et on finit quand même dans le négatif, moins 0,8. Ça fait que descendre Eurofin depuis un moment. Ils n'ont pas su capitaliser sur l'après-Covid, malheureusement, comme beaucoup, hein, dans le secteur de la santé. Donc pour pouvoir se replacer sur ce genre de valeur, hein, c'est toujours la même chose. On va attendre un support qui tienne un peu dans le temps. On en avait peut-être ici, et puis finalement, ils ont cassé, hein, cet été. Donc ça repousse d'autant l'investissement qu'on peut avoir sur Eurofin. Moi, je suis très négatif pour le moment, et puis on s'intéressera à nouveau à cette valeur, probablement pas avant fin 2023, début 2024. Hermès, rebond technique, hein, sur Hermès, on revient sur un support à 1653, donc comme sur LVMH qu'on va voir après. Moi j'ai racheté, forcément, hein, j'étais en short dessus, j'ai pris environ 10%. J'étais en short depuis un moment, hein, depuis l'été dernier. On est arrivé sur objectif. J'ai pas vendu sur objectif, j'ai voulu attendre un peu et puis finalement on a un début de réaction, donc j'ai racheté la position. Le titre est quand même toujours en phase de correction, donc c'est pas forcément gagné. Ça peut encore, on voit, évoluer dans cette zone-là avant de recasser les 1600 et d'aller chercher les 1420. Là, personne n'est capable de le dire, hein, dans quel sens ça va aller, mais par contre, de trader les niveaux pivots, ça c'est relativement accessible à tout le monde. Donc là, on voit qu'on a une phase de rebond technique. Ce qui va nous intéresser, c'est la force du rebond. Est-ce qu'il va être très fort et donner de la force à Hermès pour éventuellement une sortie de crise assez prochaine, notamment en Chine? Ça pourrait être intéressant. Sinon, si le rebond est pas très fort et qu'on revient tester encore le support, on pourrait à nouveau le casser à la baisse et donc attendre à Hermès encore plus bas pour le racheter dans une optique investissement long terme. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Kering, c'est la moins forte des trois, hein. Hermès, LVMH, Kering. Généralement, Kering, moi, j'aime pas trop et on le voit, hein, c'est la confirmation. Kering, elle chute beaucoup plus. Alors là, il y a un petit support, hein, qu'on voit même pas en journalier sur le 2 ans. Il date de plusieurs années en arrière. Ça permettra peut-être à Kering de stopper sa chute, hein, le support des 387. Donc on va attendre. Le grand, on a un double échec ici, travail de la moyenne à 200, échec, on revient tester le support, donc c'est pareil, on est plutôt sur le bas. À voir si le support des 80 euros sur le grand va suffire, hein, à stopper la chute, mais on est plutôt pas très optimiste pour l'instant. Éventuellement jouer du rebond technique, mais c'est compliqué en ce moment, hein, de jouer les rebonds techniques.
Moi, je serais partisan plutôt de rester à l'écart de cette valeur. L'Oréal, on avait ici une belle phase de congestion dont on est sorti par le bas, on le voit. Et bah, l'ellipse était parfaitement tracée, puisqu'on le voit, cassure par le bas. Derrière, on va tester la moyenne à 200, mais on n'arrive jamais à la repasser, hein. C'est les petits pointillés roses. On casse vers le bas, hop, on essaye, on essaye, on essaye, mais on est en échec. Derrière, bah, ça confirme, hein, la correction de L'Oréal et du luxe. Même si on a eu un beau rebond, hein, ces 3-4 dernières séances, on est toujours dans cette phase de correction, à mon avis, pour aller jouer peut-être ici les 365. Si on y revient au mois de novembre, ça pourrait être intéressant, hein, d'acheter les 365. Là, on est toujours un peu dans une phase de consolidation, correction, qui ne semble pas terminée. Donc on va attendre aussi LVMH, comme Hermès, rebond technique sur support à 660. Ce qui va nous intéresser, c'est la force du rebond et si on revient sur le support. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt également. Mais selon moi, on a fait quand même le gros de la baisse, hein, sur le luxe et sur LVMH. On était parti ici des 800, des 900, hein, quasiment. On arrive sur les 660 qui sont un beau support, hein. On en a un dernier ici, voire un ultime sur les 527, mais ce serait peut-être excessif. Donc le gros de la baisse, c'est peut-être là. On va voir déjà la semaine, hein, qui va se passer au niveau des résultats sur tout le CAC 40, qui va peut-être impacter un peu toutes les autres entreprises, dont celle du luxe, et leur permettre d'avoir un support ici sur les 660. Michelin qui a pas pu capitaliser ici sur les 29,45, hein. On était plutôt positif, mais on les a recassés à la baisse. Et depuis, on a retrouvé la moyenne à 200 ici dernièrement, hein, la semaine dernière, et on la casse à la baisse. Donc Michelin, plutôt négatif. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Éventuellement sur le support des 26 euros. Mais pour l'instant, c'est plutôt orienté à la baisse, donc à éviter, hein, d'autant qu'on vient de tout casser là, toutes les moyennes en 2 semaines. On est passé de 30 à 27,5 sans avoir un support majeur, un support clé sur lequel s'arrêter. Donc c'est pareil, Michelin, on va plutôt être pessimiste et attendre qu'elle commence à se stabiliser avant de vouloir investir dessus. Orange. Orange, c'est plutôt neutre, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous, on avait joué le rebond ici, hein, même un peu avant, mais le fameux rebond du mois d'août qui nous avait permis d'exploser ici la résistance. Derrière, c'est normal, hein, on consolide, mais à moyen terme, Orange est toujours plutôt orienté à la hausse. C'est ce travail-là qui va nous intéresser sur Orange. Toute cette zone-là. Hop, ici. Donc, à voir un peu la réaction sur la moyenne à 200, si on va rejouer l'oblique rouge, ou si au contraire on essaye de se stabiliser sur les 10,75. Donc 10,75 signe de force, probablement à nouveau orange vers les 11,48. A contrario, si on casse les 10,50, on va aller beaucoup plus bas. Donc là, c'est pareil, une période un peu d'attentisme, hein, sur Orange. C'est pas trop le moment d'acheter ou vendre. Pernod Ricard, bah, qui a fait son rebond, hein, après ses profit warnings, elle a annoncé ses résultats quelques jours après. Donc plutôt rebond technique, hein, parce que la tendance elle est quand même bien dégradée. On avait quand même de quoi rebondir. On l'avait noté ici sur les 156 ou les 161. Bah, c'est ce qu'elle a fait. On le voit ici, elle a mis du temps, hein, phase d'accumulation, on rebondit. Mais on est toujours dans une tendance un peu dégradée sur Pernod Ricard. Donc attendre la fin de la hausse et puis voir comment ça va construire un peu si on est plutôt investisseur long terme, moyen terme. C'est pas forcément maintenant le meilleur timing pour investir sur Pernod Ricard, parce que là on est dans du rebond technique, il faudra attendre un peu la construction, même si le rebond court terme est plutôt intéressant parce qu'il a été bien joué par beaucoup de monde, hein, on voit beaucoup de volume. Ça demande beaucoup de construction, donc là les prises de position, que ce soit à l'achat ou à la vente sur Pernod Ricard, elles étaient ici, hein, et sur la cassure notamment de la moyenne à 20 jours. Et maintenant, on n'en a pas.
Publicis. Publicis, alors ils ont annoncé des super résultats, je crois que c'était ici, hein, le 12 octobre, il me semble, ou un peu après. Et puis ça a pas permis, hein, au titre de continuer sa hausse. Ça reste un titre, quand même bien orienté, hein, largement haussier. Mais on n'a pas comme ça des zones pivots aussi intéressantes à trader. Donc pour l'instant, on est plutôt neutre sur Publicis. Puis ça intéresse pas beaucoup de monde aussi. Donc mettez-moi en commentaire, hein, si vous êtes intéressé par ce titre. On le regardera plus souvent, mais généralement, il est assez boudé par les traders et les investisseurs. Renault, le secteur auto qui peine un peu, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on l'avait dit, c'était assez disparate. On a eu une belle année 2023, et puis là, ça commence à se stabiliser un peu. On a des grèves, on sait, en Amérique avec, je crois que c'est General Motors ou Ford. On avait également Stellantis avec des grèves. Sur Renault, c'est moyen. Il y a sa division, électrique, hein, qui est en train de prendre de plus en plus de place sur Renault, qui va être intéressant de suivre, notamment au niveau des résultats. Mais graphiquement, là, à court terme, ce qu'on peut noter quand même, c'est la cassure des 34-50 et puis, de toutes les moyennes à la baisse. Donc sur Renault, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le support. Et peut-être sur support, sur réaction, on pourrait se placer, le support des 31,8 ou, scénario catastrophe, support des 26,7. Pour l'instant, le titre chute, on va l'accompagner. Il y a pas même pas de signal de vente non plus, parce qu'on est plutôt neutre, hein, sur Renault actuellement. Mais c'est ça ce qu'on va attendre, c'est la fin de la chute et puis le début, comme on a vu ici, hein, fin de printemps, début été, avec, ce travail un peu d'accumulation. Donc c'est ça qu'on va surveiller sur Renault, qui peut se faire ici, autour des 31-32, auquel cas, si on a un retour vers les 32-33, ça pourrait être, intéressant. Ou alors une cassure encore plus forte, et puis une réaction ici sur les 26-27. Donc attendre quand même quelques jours, quelques semaines de stabilisation avant de se replacer sur Renault. Safran, bah, toujours, tout ce qui est défense, hein, avec la guerre, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt haussier. Safran, on en avait parlé, hein, au-dessus des 144, qui est une belle zone d'investissement, hein, une belle porte d'entrée. À chaque fois, hein, on le voit, les 144, sont rachetés. Maintenant, pour la suite, sur Safran, ce qui va nous intéresser, c'est le regroupement des moyennes s'il a lieu, hein, ça sera pas avant, fin novembre. Donc c'est pareil, c'est plutôt neutre sur Safran. Positif si on achète les 144, mais entre les deux, c'est plutôt du trend following, donc, rien à dire, sur ces niveaux-là. Saint-Gobain, qui assure ici de la moyenne à 200, on va chercher le support, le plus proche, c'est celui-là, c'est le support des 48-49 euros environ, et il est en train de stopper la chute. Donc éventuellement, on peut acheter Saint-Gobain pour jouer à minima le rebond technique pour aller taper les 53. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein, de se mettre en position maintenant sur Saint-Gobain. Il y a les résultats, hein, qui devraient tomber. Surveiller aussi la date des résultats, parce que ça peut fortement impacter à la hausse ou à la baisse, le cours de Saint-Gobain. Et puis véritablement, quand on va casser aussi cette zone-là de correction, donc cette oblique rouge, ça pourrait être un signe de force. Mais pour l'instant, on est dans une grosse correction qui a été peut-être un peu trop sévère, hein, parce on était bien haussier depuis un moment. Et puis on n'a pas eu cette réaction ici sur les 54 euros. Peut-être dans l'excès, à mon avis dans l'excès ici, hein. Donc, ça vaut le coup, je pense, de se mettre en position et de mettre un stop sous les 48,5. Donc si on vient à casser à nouveau, on partira. Mais sinon, il y a certainement un beau rebond à faire, éventuellement plus, s'il y a une amélioration des conditions économiques. Sur Sanofi, pareil, il y a les résultats qui vont tomber cette semaine, hein, sur Sanofi. Moi, je suis toujours en position, légèrement en value, mais plutôt positif sur le titre. On le voit toujours haussier, hein, avec toutes ces moyennes qui montent. On est repassé sous les 100 malheureusement. Mais on a quand même une belle zone ici de travail, on le voit autour des 96, et puis le contact des moyennes qui peut permettre souvent au titre de repartir. Au niveau RSI, ça fait un moment qu'on n'est pas dans l'excès, hein. On le voit depuis le printemps dernier.
On se maintient entre les 30 et les 70, donc il n'y a, pas d'excès sur Sanofi, hein. Il y a il y a un cours qui est assez, qui est ni dans le surachat ni dans la survente, donc pas d'excès du cours. Il faudra attendre des bonnes nouvelles avec les résultats, mais on est plutôt favorable quand même sur ce genre de dossier à moyen terme. Schneider. Alors Schneider, j'avais proposé un short, hein, autour de début septembre. Alors c'est un short qui a mis du temps à se matérialiser, parce qu'on est revenu à chaque fois quasiment sur le prix, hein, même un peu au-delà. Je crois que c'est sur les 156 de mémoire. Donc on a tapé un peu au-dessus, et puis finalement on le voit, hein, c'est cette zone qui était trop compliquée. Et le titre qui a bien chuté, hein. Donc on est venu tester l'objectif. Alors moi je l'avais pas pris, hein, je l'avais proposé, mais je l'avais pas pris personnellement, ce trade. Je l'avais juste gardé quelques jours, et puis j'étais parti ni en moins-value ni en plus-value. J'étais parti à break-even. Finalement, bah, c'était gagnant, hein, si on était un peu plus patient, parce que l'objectif il était atteint sur les 140. Donc c'est un niveau intéressant aussi sur Schneider, qui devrait permettre peut-être aussi un rebond technique, ou au moins un arrêt de la chute sur Schneider Electric. Donc à suivre aussi cette semaine avec les résultats. Peut-être le début, hein, d'un rebond technique, voire mieux, une fois qu'elle a été ici dans l'excès, tester le support. Société Générale, on en avait parlé avec euh, ce travail ici au mois de septembre à la rentrée sur la moyenne à 200 qu'elle a lâché derrière. Comme d'habitude, hein, quand on vient tester la moyenne à 200 et qu'on lâche, on va tester généralement les supports les plus proches. Donc on a le gros ici à 18,49, mais on a peut-être un, on le voit, hein, graphiquement, ça a été beaucoup joué, cette zone-là des 20,2, 20,3 environ. On peut le noter, hein, c'est un support intermédiaire parce qu'il n'est pas marqué, mais on arrive quand même à le deviner, autour des 19, 19,5, 20,3. On le voit, hein, souvent marqué. Donc c'est peut-être cette zone-là qui permettra à Société Générale de stopper sa chute. Donc vérifier les indicateurs, le cours, les chandeliers qui redeviennent verts sur ces niveaux-là, ça peut être une porte d'entrée, ou sinon bah, on ira sur les 18,40. Stellantis, comme Bouygues, quand on vient taper les plus hauts, on consolide. Quand on vient taper les plus bas, on rachète. À moyen long terme, c'est haussier, mais à court terme, depuis le 11 octobre, c'est baissier. Donc moi, j'ai pris une position short sur Stellantis. L'objectif, il est ici, hein. Moi, je vise pas les 11, 12 ou 13 euros, hein. Je vise juste une correction court terme pour aller jouer les 16,7 environ. ST Microélectronique, qui a pas mal de mal, hein. On le voit, double échec ici sur la moyenne à 200. Derrière, on va tester le support. Donc on était attendu ici, hein, sur les 38-37. Malheureusement, on est en train de le casser à la baisse. Donc on va le mettre en rouge. Hop, ici. Ah, il y a eu du dividende. Donc oui, double échec sur les 42. Derrière, on va tester le support, et le support qui est en train de lâcher. Donc c'est plutôt défavorable. Mais c'est un secteur aussi qui va certainement, qui est énormément subventionné, et qui devrait quand même bien performer ces prochains mois, ces prochaines années. Donc on est plutôt dans le mode investissement là-dessus sur STM. Mais on va chercher une porte d'entrée intéressante. On avait une chance ici d'en avoir une. C'est retardé parce qu'on l'a cassé à la baisse. On va être un peu patient sur STM, mais c'est comme sur Calray, hein. On en aura probablement une un peu plus tard, et puis un gros signal à guetter sur le cours ou les indicateurs, notamment ici sur la cassure de l'oblique rouge ici qui se situe actuellement sur les... Parce qu'on a une reprise en V sur les 41, mais si ça dure quelques jours ou quelques semaines sur les 39 ou sur les 38, donc c'est cette oblique-là qu'il faudra casser. Et là, on sera très positif, hein, sur STM. Pour l'instant, le titre corrige. On a pareil ici un support intermédiaire, hein, autour des 34 peut-être, qui pourra faire repartir STM. Donc on attend la fin de la baisse, et le début d'une stabilisation du cours pour se remettre sur STM. Téléperformance, c'est toujours autant dégueulasse, hein. Euh, Échec sur la moyenne à 50, c'est les petits pointillés jaunes. Tant qu'on n'arrive pas à dépasser la moyenne à 50, il n'y a rien à faire sur Téléperformance. Donc pour l'instant, il faut être patient. Thales, euh, on a eu ici
la guerre israélo-palestinienne, donc forcément tout ce qui a été armement a explosé. Donc on était sur les 130, on a explosé le plafond ici des 140, on est même allé un peu plus haut. Derrière, le cours revient un peu à la moyenne, mais on voit qu'on est toujours plutôt dans le haut de la figure, hein, sur les 141. Maintenant, on a raté comme un beau boost d'une semaine. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur Thales, sur ces niveaux-là, de valorisation assez élevée? Et on voit sur des niveaux qu'elle a quand même du mal à dépasser. Moi, je serais tenté de dire non quand même, malgré ce qui se passe. Thales est plutôt assez mou sur ces niveaux-là. Il n'arrive pas à véritablement casser et passer un cap. Donc, si on a fait le run ici des 130 aux 140, bah, bien joué. Et maintenant, on a peut-être d'autres valeurs à jouer plus intéressantes peut-être que Thales. Total Energy, alors toujours en relation avec le Brent, hein, on regarde aussi le cours du pétrole. Total qui suit un peu d'ailleurs le cours du pétrole, hein, pas dans les mêmes intensités, mais graphiquement c'est assez proche. C'est assez neutre, hein, sur Total. On a un nouveau plus haut à 64, mais on le voit, c'est toujours assez impressionnant ce que nous fait Total. Chercher une porte d'entrée, elle serait probablement ici sur les 58. Là, on va construire. On peut avoir pas mal de volatilité prochainement, hein, avec ce qui se passe en Israël. Donc ça peut être intéressant de se placer sur Total à la hausse ou à la baisse dès qu'on a des news que ça peut bouger dans les pays du Golfe. Donc oui, Total peut avoir pas mal de volatilité ces prochains jours. Mais maintenant sur un objectif plutôt moyen-long terme. Euh, Si on veut jouer du dividende, bah on regarde pas trop le graphique en journalier, on va le regarder en hebdomadaire. On est quand même super haut sur Total. Alors c'est pas parce qu'on est haut qu'on peut pas aller encore plus haut, mais moi je m'attends quand même à peut-être une période un peu bah, comme on a eu ici, hein, fin 2022, début 2023, un peu de temporisation sur ces niveaux-là, donc pas forcément une bonne idée peut-être d'acheter du Total ici, hein, sur les 62. Moi, je pense que le cours est déjà bien valorisé et qu'il va certainement se stabiliser avant peut-être de corriger un peu ici sur les 55. 55, hein, qui sont ici entre les 52 et les 58, donc une zone que le cours peut-être pourrait retravailler sur une mèche ou à la baisse dans un excès fin d'année 2023. Donc moi j'éviterais peut-être d'acheter Total que je trouve un peu cher sur ces niveaux-là. Unibail, bah, le secteur, hein, de l'immobilier qui est pas loin de craquer, qui est un peu dans le rouge partout. Mais on n'a pas véritablement d'effondrement encore immobilier pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on est sur des niveaux pivots un peu sur Unibail qui sont intéressants de noter, sur lesquels on a rebondi ces derniers mois et qu'on retrouve encore à nouveau. Donc là on le voit, hein, hier mèche basse, aujourd'hui on rebondit. C'est du rebond technique, c'est normal parce que c'est un niveau très, très marqué sur la valeur. C'est 42,7, c'était même une zone avant 2020. Donc c'est cette zone-là qu'il ne faudra pas casser à la baisse, hein. Si c'est le cas, on aura certainement tout l'immobilier, hein, qui nous aura envoyé des signaux négatifs. Pour retrouver du positif, hein, il faudra, bah, j'avais fait les différents scénarios, on le voit avec la flèche. Donc là, on est sur le scénario numéro 2. Le premier, c'était ici une cassure très optimiste. Le deuxième, c'est celui-là avec retour sur support et rebond. Donc pour l'instant, c'est le scénario numéro 2. Et puis le scénario numéro 3, retour sur support et on casse le support. Donc là, on va jouer soit le 2, soit le 3. On va attendre d'avoir plus de chandeliers, plus de jours pour voir si on va avoir un rebond ou alors une cassure. Mais on est quand même proche du chaos sur les foncières, hein. Donc attention, Veolia, on a un support intéressant sur les 25 euros qui pourrait peut-être stabiliser le titre, hein. On le voit, on a méché dessus. Aujourd'hui, pareil, on est en rebond technique. Euh, on surveillera les indicateurs éventuellement pour jouer du rebond technique aussi sur Veolia. Mais comme on a cassé la moyenne à 200, on pourrait peut-être pareil faire pareil. Rebond technique sur les 27,50. C'est-à-dire, dès qu'on a une inversion de tendance niveau MACD, qu'on retrouve des histos verts, on peut éventuellement monter
acheter la position et puis avoir comme objectif les 27,6 ou les 27,8. Mais ça restera du rebond technique parce que la tendance est quand même pas terrible sur Veolia depuis la rentrée. Et si on vient casser les 25, on pourra avoir l'objectif des 22,40. Donc c'est aussi assez tendu sur Veolia en ce moment. Vinci, on l'avait tenté, hein, c'était un échec, elle était partie ici. Finalement, on avait réintégré le canal baissier qu'on voit bien ici entre l'oblique verte et l'oblique rouge, pas forcément tracé au point près, hein, mais ça donne quand même une indication. Et puis ce travail aussi de la moyenne à 200 hein, qui pour l'instant est raté sur Vinci. Donc pour se sortir de ce canal baissier, il faudra peut-être aller chercher le support des 96. Aller chercher les 96 et puis à nouveau aller chercher le haut de l'oblique et casser l'oblique, ça sera un signal positif. Mais on voit que le cours est quand même orienté dans une figure assez longue, assez lente, qui va durer des semaines, voire des mois, et pour l'instant qui nous amène vers le bas, vers les 95-96. Donc on va rester à l'écart aussi de Vinci. Et enfin Worldline pour finir. Ah, on est sur un petit support à Worldline, les 23,36. On les voit même pas sur les 2 dernières années, on va aller en hebdomadaire. 23,36. C'est ici, c'est 2016. Donc on a ici peut-être un support de 2016 qui permettra au titre d'arrêter sa chute. On va revenir en journalier. C'est celui-là qu'on est en train de tester. Donc si début novembre, hein, c'est-à-dire dans une semaine, on est encore au-dessus des 23,36, on pourra espérer peut-être prendre une position et puis un début de retour sur Worldline. Mais avec un stop toujours sous les 23, voire les 22, hein, c'est quand même assez volatile. On a des gros mouvements sur Worldline. Pour moi, elle a été massacrée, hein, cette valeur. Elle a des fondamentaux qui sont plutôt intéressants, mais on a pas mal de services de paiement comme ça qui ont été massacrés. On a Adyen aussi qui a été flingué. Worldline, elle baisse énormément. Elle a des partenariats, notamment avec Crédit Agricole, qui peuvent être intéressants hein, à l'avenir. Ça va porter ses fruits certainement fin 2023, début 2024. Mais pour l'instant, le marché la sanctionne. Et le marché la sanctionne trop à mon goût. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer tout de suite. Hein. Je vais attendre que le marché se dise que finalement, cette action sur ces niveaux de valorisation là, c'est intéressant et on va avoir une remontée intéressante. Donc moi, ce que j'attends, c'est ici hein, une stabilisation des cours autour des 23 et au mois de novembre, peut-être des indicateurs intéressants. On voit qu'on a quand même des pics de volume intéressants hein, qui tendent à prouver que les acheteurs vont défendre ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Faudrait plus retourner sous les 30, hein, parce que là, ça fait 2-3 jours qu'on en est sorti. Ça confirmerait le support à 23,3. Donc si on ne revient pas sous les 30 niveau RSI et qu'on se rapproche à nouveau des 40, voire des 50, ça pourrait être intéressant d'acheter Worldline. Donc ça, on verra à fin de semaine ou début de semaine prochaine pour éventuellement enfin l'arrêt de la chute sur Worldline et le début de la construction. Parce qu'on ne va pas revenir sur les 40 en V rapidement comme ça. Ça va mettre du temps, ça va mettre certainement des mois, voire début 2024. Mais on a peut-être ici enfin atteint le point bas sur Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Beaucoup de choses à dire. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les actions auxquelles vous tenez, vous voulez acheter. Des questions sur la bourse, le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus.